Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Oscar Goué. Ces derniers temps, j'ai entrepris de partager avec vous des petites vidéos sur des livres des entrepreneurs. Voilà, sur des livres que les entrepreneurs doivent lire, des livres qui m'ont moi-même aidé dans ma vie d'entrepreneur. Je partage ces chroniques-là avec vous pour que aussi ça puisse vous inspirer, que vous soyez entrepreneur confirmé, que vous soyez entrepreneur débutant, que vous soyez tout simplement un entrepreneur aspirant. Mais en tout cas, j'ai la ferme conviction que ce sont des livres qui vont vous aider si vous appliquez les contenus, si vous appliquez les conseils qui sont donnés en fait à travers ces livres. Alors, parlant de conseils, on continue toujours avec les conseils tirés du livre Imite, le mythe de l'entrepreneur révisé. Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Voilà, je crois qu'on a entamé une série de vidéos sur ce magnifique livre. Voilà, hier, il y a eu une première vidéo qui a été publiée. Et donc, aujourd'hui, on continue avec un deuxième conseil que j'ai appris dans ce livre qui est Imite. Voilà, je vous le montre encore une fois. Voilà. Le deuxième conseil que j'ai appris dans ce livre, c'est que l'auteur demande en fait de pouvoir mettre en place une structure solide, une organisation concrète, efficace pour votre entreprise si vous voulez réussir. D'abord, le conseil dit, je le rappelle en fait, mais je vous recommande en tout cas si vous voulez suivre toute la vidéo, voilà, elle se trouve sur la chaîne. Je vais vous laisser le lien dans la description, bien sûr, c'est sur cette chaîne YouTube, voilà. Vous pouvez aller cliquer sur le lien et revoir la vidéo pour savoir concrètement de quoi voilà, nous avons parlé dans la première vidéo sur ce livre. Dans le premier conseil, on a retenu globalement qu'il ne faut pas se baser sur sa compétence technique pour construire une entreprise. Notre savoir-faire seul dans un métier ne suffit pas pour pouvoir bâtir une entreprise. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et l'auteur continue dans le livre pour dire que une entreprise, ça se bâtit avec une vision, une méthode et de la discipline ou encore de la rigueur, si vous voulez. Donc la rigueur qui nous permettra de pouvoir mettre en place, exécuter la méthode que nous avons définie, que nous avons trouvée, afin d'accomplir la vision qui a été assignée à cette entreprise ou bien que la vision à laquelle l'entrepreneur aspire. Oui, on parle de vision. L'auteur parle beaucoup de vision dans ce livre, en fait, en parlant, en donnant le conseil, en donnant conseil aux entrepreneurs. Mais avant d'arriver à la question de la vision pour votre entreprise, il y a un élément important, il y a une étape très importante que vous devez faire. Là, cette étape-là consiste à vous demander ce que vous voulez véritablement en vous lançant en entreprise. Que recherchez-vous? Quel est votre désir fondamental? Quelle est la raison fondamentale qui vous pousse à vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est ce qu'il appelle définir le but principal. Donc, votre premier exercice, avant déjà de pouvoir déterminer la vision, la méthode et mettre en place un système rigoureux, il vous faut d'abord définir votre but principal. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez? Que désirez-vous? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous devenir? Comment vous voyez l'entreprise? Comment vous la concevez? Comment vous la ressentez et comment vous la voyez demain? La réponse à cette question vous permettra de pouvoir accorder votre vision et votre personnalité. Et j'allais plutôt dire même vos valeurs. Parce qu'on ne peut pas entreprendre contre ses propres valeurs. Il y a de fortes chances qu'on ne soit pas épanoui dans notre projet entrepreneurial si notre ambition ne respecte pas nos valeurs, ne correspond pas à l'idéal de vie auquel nous aspirons. Donc ce questionnement qui va aboutir à déterminer votre but principal vous permettra de pouvoir accorder ces deux éléments importants, votre vision et vos valeurs. Alors, quand on a fini cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va maintenant déterminer, établir la vision. Comment on voit la chose. L'auteur vous donne dans ce livre un conseil de conception et de vision, d'ambition, de façon de voir en fait votre entreprise ou bien de chemin pour construire une entreprise qui va marcher. Il dit que pour vraiment donner toutes les chances
à votre entreprise de réussir, il faudrait que vous la conceviez comme une franchise. En mettant sur pied votre entreprise comme une sorte de franchise que vous pourrez dupliquer demain ou mais que vous pourrez vendre demain à des gens qui voudront bien, qui seront séduits par votre concept et qui voudront l'acheter, votre façon de vous comporter ou bien votre façon de travailler, d'agir dans cette entreprise-là, elle change carrément. Vous n'avez plus la même façon de voir les choses ou de vous comporter comme les autres entrepreneurs. Parce que vous travaillez sur un système. Et donc, ça vous évite, ce conseil-là, il insiste là beaucoup dessus dans son livre, ça vous évite de travailler dans l'entreprise, mais de plutôt travailler sur l'entreprise. Donc, quand on conçoit son entreprise comme ça, dès le départ, on ne se comporte pas comme tout le monde. On ne se comporte pas comme n'importe quel entrepreneur. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas léger du tout. Pour cela, l'auteur recommande qu'on mette un organigramme sur pied, peu importe la taille de l'entreprise. Et c'est vraiment important. Le succès de votre entreprise, le développement de votre entreprise est lié aux bases, aux fondements que vous lui donnez. Donc, très tôt, mettez en place les fonctions clés. Créez les postes clés sur lesquels va reposer l'entreprise ou le système que vous souhaitez bâtir. Et donc, il a donné l'exemple de Michael et Pascal, qui sont deux frères qui ont décidé de créer une entreprise de gadgets qu'ils appellent Gadgets en folie. Donc, ils ont d'abord fait un premier échec où ils ont conçu l'entreprise comme un partenariat, comme, bon, voilà, un business entre deux frères, et donc avec toutes les légèretés, avec toutes les négligences qu'il fallait, et l'entreprise n'a pas fait long feu, elle a échoué, elle a coulé, alors qu'elle avait vraiment un marché potentiel intéressant. Et donc, quand ils ont décidé, après leur échec, ils ont décidé de concevoir l'entreprise autrement. Ils se sont assis, ils ont conçu l'organigramme de leur entreprise qu'ils sont sur le point de relancer en quelque sorte. Ils se sont définis eux-mêmes les deux comme des actionnaires. Et ça, c'est un élément hyper important. Si vous avez une idée de business avec des gens qui vous ont donné l'argent, mais qui ne sont pas forcément engagés dans l'entreprise, c'est-à-dire eux, leur seul effort ou bien leur seule contribution a été de vous donner de l'argent, de contribuer financièrement à la création de l'entreprise, à la mise sur pied du business. Ceux-là, ainsi que vous êtes des actionnaires. Donc, dans l'organigramme de l'entreprise, vous les placez au poste de actionnaire. Et ils sont en haut. Donc, on se pose la question, comment un actionnaire se comporte? Comment les actionnaires réagissent? Comment les actionnaires sont? Est-ce que l'actionnaire vient comme ça à tout moment pour venir mettre excusez-moi de l'expression, mais mettre sa bouche dans les affaires de l'entreprise, venir se dire ceci, venir dire cela? Est-ce que l'actionnaire dit aujourd'hui, ah, bon, actuellement là, c'est un peu chaud sur moi, je dois déménager, non, ma femme vient d'accoucher, je voudrais que vraiment dans notre business là, vous me donnez un peu d'argent pour que je puisse résoudre mes problèmes. Est-ce que dans une entreprise normale, bien constituée, est-ce qu'un actionnaire peut penser comme ça ou même peut dire de telles choses? Mais quand la personne ne lui a pas dit dès le départ que voici ton poste, tu es actionnaire, voici là où tu restes, voici à quel moment tu dois intervenir dans l'entreprise ou dans ce business. Voici les pouvoirs que tu détiens en tant qu'actionnaire et sur la base desquels tu vas agir et à quel moment tu vas vraiment mettre en exécution, mais tu vas mettre en jeu ces différents pouvoirs qui te sont conférés. Vous voyez. Donc déjà, en mettant en place cet organigramme-là, ça évite beaucoup de palabres, ça évite beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhensions, de malentendus dès le départ. Après le poste d'actionnaire, si bien sûr, même si vous êtes seul, vous êtes le seul actionnaire, ayez un poste d'actionnaire. Parce que vous aurez à vous poser des questions en tant qu'actionnaire, vous aurez des objectifs à définir, à donner en tant qu'actionnaire. Et deuxième élément, vous mettez en place les différents postes de l'entreprise. Le directeur général, le directeur de production, le directeur marketing, le directeur financier, ainsi de suite. L'organigramme se trouve à la page 211. Il y a un modèle d'organigramme. Voilà. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous ne pourrez pas voir, mais voici le modèle voilà, d'organigramme ici à la page 211.
Et donc, c'est le modèle d'organigramme que Michael et Pascal, son frère, ont mis en place après leur premier échec. Donc, si vous voulez réussir votre business, votre projet d'entreprise, très tôt, dès le départ, mettez en place les fonctions clés. Moi, quand j'ai lu ce livre-là en 2018, ça a été un déclic pour moi. C'est une libération. C'est une délivrance. Parce que mon business, vraiment, je le gérais comme ça, à la va t'asseoir. Vraiment, rien n'était mis en place. Je n'ai pas vraiment pensé au poste clé, en fait. Et donc, c'est cet organigramme-là, dans ce livre qui se trouve à la page 211, que j'ai reproduit dans mon entreprise. Je gérais ces éléments-là. Mais à chaque fois, je me posais des questions. C'est la raison pour laquelle, en fait, je consulte régulièrement le livre, le Personal MBA, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, que vous pouvez aussi voir voilà, sur cette chaîne ici, que j'ai pris le Personal MBA comme mon livre de chevet. Puisque, ayant à charge différents postes clés d'une entreprise, je dois savoir comment ces postes-là fonctionnent pour pouvoir produire du résultat lié à ces différents postes. Mais si je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai dit, bon, je suis directeur de production. Comment un directeur de production réfléchit? Comment un directeur de production réagit? Quelles sont les bonnes questions qui se posent? Quels sont les indicateurs clés d'un directeur de production? Quels sont les indicateurs clés d'un directeur marketing? Quels sont les indicateurs clés sur lesquels se focalise en fait un directeur financier? En mettant sur pied les fonctions clés dans votre entreprise, ça vous pousse en fait à vous poser les bonnes questions et d'aller vers les bonnes méthodes, les bonnes pratiques en fait. Parce que chaque fois, vous allez vous poser la question, comment telle fonction, mais tel responsable de ce poste-là, lui, se pose les questions, comment il réagit, quels sont les indicateurs clés sur lesquels il se base. Et c'est hyper important que vous soyez seul, que vous soyez deux, que vous soyez trois dans l'entreprise, repartissez, établissez les fonctions et que même si chacun, dans l'exemple qu'il a donné, les deux frères se sont retrouvés avec chacun 4 postes. Il y avait 8 postes en quelque sorte. Ils se sont retrouvés avec 4 postes chacun. Et chacun a commencé à gérer les choses. Et le bénéfice immédiat derrière la mise en place des fonctions clés, ça vous permet de pouvoir avoir une expérience, vous, en tant qu'entrepreneur, dans chaque domaine de l'entreprise et de savoir comment chaque poste clé fonctionne. Vous avez une idée claire de comment ça fonctionne et demain, vous pourrez très facilement déléguer, confier à quelqu'un ou bien recruter la personne qu'il faut. Le deuxième bénéfice, en fait, à travers la mise en place des fonctions clés dans l'entreprise, ça vous permet, dès le départ, de pouvoir savoir exactement qui est mieux placé pour pouvoir assumer cette charge, assurer cette responsabilité. Comme ça, vous n'allez pas, comme l'auteur dit, attribuer des responsabilités sur la base de vos sentiments, sur la base de votre affinité avec la personne. Par exemple, pour les entreprises familiales, on a très souvent tendance à donner la direction à l'aîné. C'est pas parce que c'est le grand frère qui doit être forcément le directeur de l'entreprise. C'est pas parce qu'il est le grand frère qui doit occuper tel poste. S'il vaut rien, excusez-moi de l'expression, mais s'il connaît rien, c'est pas faire des grands frères ici. Et ça, c'est l'une des erreurs commises généralement dans les entreprises familiales qui se créent chez nous en Afrique. Voici, ce sont ces conseils-là que j'ai voulu partager avec vous. J'espère qu'ils vont vous servir et qu'ils vous aideront dans votre vie, dans votre carrière d'entrepreneur, afin d'atteindre le succès que tous nous recherchons dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, où trouver ce livre? Ce livre, vous pouvez l'avoir à la librairie Vie d'Impact. Il est disponible. Je vais vous laisser un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez voir toutes les informations sur comment acquérir ce livre. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao.